Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour Jean-Philippe, bonjour Geoffrey. Bonjour Romain. Ah, j'ai failli attendre. Bonjour Geoffrey. Salut Jean-Philippe. Ça marche. Et aujourd'hui, donc, c'est Jean-Philippe qui va nous parler de la mythologie des marques. Mythologie des marques, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est dans la série sur le storytelling. On avait déjà parlé du voyage du héros et puis d'une méthode pour un pitch. Et j'ai vu l'autre fois sur un très célèbre réseau social une image avec un petit carré qui représente des feuilles d'arbres différents. Dans un autre petit carré, il y a des traces d'animaux sur le sol. Et puis dans le troisième, il y a des logos de marque sans le nom de la marque. Et la légende disait quel élément vous pouvez nommer. Et à mon grand dépit, je pouvais très facilement citer toutes les marques dans le carré, quelques feuilles d'arbres quand même, et tout au plus une ou deux traces d'animaux. Donc l'univers des... C'est ça. Ça m'a un peu vexé. Je me suis remis depuis, après beaucoup de méditation, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que l'univers des marques, il est très très présent autour de nous. Et j'ai fait la lecture d'un livre parce que je voulais savoir en fait comment les grandes marques faisaient leur storytelling. Et j'ai trouvé un livre de Georges Lévy, L-E-W-I. Mythologie des marques, quand les marques font leur storytelling, c'est chez un éditeur qui s'appelle Pearson. Ce qu'il y a de bien avec Georges Lévy, c'est que d'emblée, il est très très clair. Les marques sont tout à fait omniprésentes dans nos vies et nous n'échappons jamais totalement à la société de consommation, même si certains s'y essayent. Vous avez peut-être vécu la scène suivante. Papa, c'est pas des baskets si c'est pas des... nom de marque. Il me faut absolument cette paire, sinon on va se moquer de moi dans la cour de récréation. Et puis les parents sont pas tellement mieux, même s'ils sont plus sérieux. Ça va te faire la peau. Lui, il veut sa Ferrari, elle son carré Hermès. Bref, on est dedans jusqu'au cou. Donc pour Georges Lévy, le storytelling, c'est la version moderne, de l'art de la transmission et de la conviction par le pouvoir des histoires. C'est une discipline qui est en plein développement dans le domaine de la stratégie, du marketing, de la communication des entreprises, des organisations, et puis même dans le monde politique. Le storytelling, il faut quand même que je le prononce correctement, consiste à faire émerger au sein des organisations même une histoire à fort pouvoir de séduction et de conviction. Le principe, c'est que pour parler à la tête, il faut souvent d'abord toucher le cœur. Autrement dit, passer par l'émotion pour atteindre la raison. Donc, selon lui, il y a un petit nombre d'histoires qui sont susceptibles d'apporter l'adhésion de la raison au travers une émotion. Ces histoires, elles ont été explorées sous une forme ou sous une autre par des mythes, par des légendes qui jalonnent notre culture et puis elles structurent aussi beaucoup notre façon de penser. Donc, c'est là qu'on va retrouver l'histoire du héros dont tu nous as parlé l'autre fois. Alors, pas tout à fait de la même manière avec Georges Lévy, mais oui. Et puis, surtout, il va faire l'analyse de ce que c'est qu'une marque, en fait, et éventuellement comment elle communique. Et vraiment, il s'appuie pour affirmer ça, que nous n'avons que quelques formes de mythes ou de légendes sur des travaux de linguistes, on les appelait les structuralistes, qui ont décortiqué le phénomène narratologique d'abord de celle des histoires qui ont de notre société occidentale, et puis également la narratologie des marques. Elles, c'est plutôt dans leur course aux parts de marché. Alors pourquoi est-ce que ça marche, le storytelling ? Il dit « Le monde moderne, malgré tous ses outils de prévision et d'action, ne peut pas empêcher les catastrophes naturelles, les inondations, les canicules, les incendies, que le monde antique d'hier connaissait déjà. » Et puis, dans l'Antiquité, c'était Hercule, le héros mythique qui était censé protéger les populations et annuler les conséquences des méfaits naturels. Eh ben, notre Hercule d'aujourd'hui s'appelle
une grande marque d'assurance, je sais pas, AXA, Bouygues, Lancôme, Nivea, ce sont les exemples qu'ils donnent. Puis il y a aussi le désir d'évasion, comme dans l'Odyssée. Alors les Formule 1 de Ferrari, McLaren ou Renault, sont là. Et elles sont là avec leurs découvertes insolites et puis leur retour également. Oui. Oui, donc est-ce que je comprends bien si ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que les marques ont remplacé pour nous, qui avons alors quelle que soit l'empreinte au sacré qu'on a, mais ça a remplacé pour nous ce qu'était Hercule, Dionysos, tout ça pour le grec moyen de l'Antiquité? Moi, je l'affirmerai pas. C'est ce qu'il a l'air de dire lui. Je dirais plutôt qu'elles viennent en complément, en tout cas, parce que nous avons notre culture qui est fermement ancrée. Disons que plutôt le storytelling des marques ou les marques, elles remplacent dans la vie quotidienne peut-être. En tout cas, elles s'appuient sur ces récits et elles les reprennent à leur compte pour nous toucher autant que les mythes nous touchaient eux. Voilà, c'est ça. Et puis, par exemple, si on prend Ulysse, lui aussi, il a un retour tout à fait triomphant. Et donc, par exemple, Lévy, il rapproche Apollon et Microsoft, Vénus et L'Oréal, Athéna et Nestlé, par exemple. Oui. Et il le fait de manière, c'est assez chouette comme il le fait parce qu'il connaît très bien les marques. Et donc, les anecdotes marchent très bien. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les Grecs croyaient eux-mêmes dans leurs mythes? Et est-ce que nos contemporains croient vraiment au storytelling des marques? Et il répond qu'une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est de toute façon meilleur que l'angoisse. Donc, j'aime bien ça. Et oui, donc ça c'est assez fortiche. Je pense que pour nos communications, c'est aussi quelque chose à quoi penser. C'est que une solution, c'est toujours meilleur que l'angoisse, et que en fait, ce qui nous fait agir aussi, c'est l'angoisse. Le produit, il résout un problème. La marque, elle apporte une réponse. Voilà. Alors, ce qu'il y a, oui. Donc c'est juste, je poursuis, mais alors plus on est spirituel, moins on est sujet à la manipulation entre guillemets des marques. J'interroge. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, j'ai l'impression que du coup, ça vient quand même, ça vient remplir une place qui était peut-être occupée par quelque chose de plus sacré avant. Ça fait 2 fois que je dis sacré dans le podcast, quand même, vous êtes fort aujourd'hui. Ouais. Et ça fait pas 10 minutes qu'on est dedans. En tout cas, ce qu'on peut répondre, c'est que le sacré répond à une angoisse. D'accord, ou en tout cas une de ses utilités, entre autres, c'est de calmer une angoisse, et que cette angoisse, elle est calmée aujourd'hui par un produit ou par une marque, qui d'ailleurs, pour certaines fois, dans leur communication, réveille l'angoisse avant de la calmer. Oui. En gros, ce que nous dit la pub, c'est que si tu mets pas le déodorant machin, si t'as un homme, tu finiras tout seul parce que t'arriveras pas à draguer des filles. Ouais. C'est ce que l'angoisse. Voilà, exactement. Le spot pub généralement nous raconte. Alors quand même, il y a une chose, c'est que en marketing, il faut prouver. Que le produit que le produit est bon. Il donne comme exemple que une célèbre marque de produits amincissants avec 2 W a développé des instituts, des lieux d'échange pour prouver vraiment qu'ils prenaient soin des dames et de leur pouvoir de séduction. Et un autre qui vendait des repas protéinés l'ont pas fait, et on les voit moins. Donc en fait voilà, il y a rien de plus grave pour une marque que de n'avoir rien à dire, passer la première promesse. Parce qu'une marque, elle doit être durable, et la notoriété qui est nécessaire, mais c'est pas suffisant. La notoriété seule ne fait pas une marque. Pourquoi est-ce qu'on irait acheter de préférence une célèbre marque de boissons pétillantes et très 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 sucrées, une marque de jeans avec un petit clou à la poche bleu, ou une montre suisse plutôt avec des formes pop? C'est parce que elles sont les grandes marques mythiques qui accompagnent les consommateurs au cœur d'un voyage initiatique. Alors Odé aussi, dans l'histoire que racontent
les marques dans un voyage initiatique. Les universités aujourd'hui, les grandes écoles, les pays, les villes se vivent comme des marques mythiques. Elles veulent se servir de leur nom pour créer du business, attirer les meilleurs étudiants pour les universités, les entreprises ou les touristes les plus fortunés pour les villes. C'est une bataille de branding. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est Mythologie des marques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'elles font leur storytelling. Alors, une marque, c'est quoi déjà ? La définition juridique, c'est la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale. Donc, on est très basé sur l'empreinte visuelle avec cette définition juridique. La définition de l'auteur, lui, il dit la marque est un repère mental sur un marché. La marque est un repère mental sur un marché. Alors, quel marché, quel repère mental, quelle idée forte et quel savoir-faire d'entreprise pourra développer durablement un ou plusieurs marchés rentables? That is the question. Une marque, elle a pour objectif de vendre plus, mais surtout, elle a pour objectif de vendre plus cher que ses concurrents. Voilà pourquoi, une marque, ça l'intéresse d'être perçue comme une marque, avec toutes les qualités qu'il en dit. Oui, c'est plus cher. C'est toujours un peu plus cher. On le sait bien au supermarché, si on va acheter des yaourts, les yaourts de la marque sont toujours un peu plus chers que ses concurrents, par exemple de la marque du supermarché. Alors, qu'est-ce qui fait le succès d'une marque ? C'est d'abord et avant tout sa notoriété. Une marque qui n'est pas connue, au moins par sa cible, c'est pas une marque. Ça, on s'en doutait un petit peu. Là où c'est plus fort, c'est qu'il parle de son identité, de son existence sensorielle. Une marque, elle parle au sens. Alors, peut-être pas aux 5 à la fois, ça dépend des produits, mais enfin, quand même. L'exemple qu'il donne, c'est que la simple odeur d'un carambar, ça nous ramène... t'as mis une marque. Ah mince, d'une célèbre barre très très fine au caramel. Ça nous ramène à l'enfance, à la cour de récréation. Et donc, là, il explique. Alors, c'est assez long. Je vous laisserai le lire. C'est intéressant, mais sur chaque sens, en fait, il donne des exemples de marques qui sont vraiment attachées à ce sens. Et puis, il parle également de l'essence de la marque, de son identité emblématique, ce que les marketeurs appellent insight. Donc, une marque, elle émane toujours de l'origine d'un produit qui va normer carrément un marché, et ça va se définir par ce dont on se souvient de ce produit. Donc, le produit du cœur de cible ou des lieux qui ont permis à ce produit de devenir une marque, c'est-à-dire à qui ça s'adresse vraiment et où est-ce qu'on peut le trouver. Et puis, ce qui fait le succès d'une marque, c'est également le comportement de la marque et la fidélité du consommateur. Donc, il y a un comportement de marque comme il y a un comportement de héros ou de personnage emblématique, sportif, un artiste en public. Et pour s'imposer sur un marché, la marque a souvent su se créer une identité communautaire de comportement. Alors, c'est quoi ça, une identité communautaire C'était ma question. De comportement? Michelin, par exemple, il vend des pneus, on est d'accord. Ouais. Et sa communauté, surtout au début, c'était en gros l'Automobile Club de France, c'est-à-dire des happy few qui avaient des voitures et qui ont fait un forcing absolument extraordinaire pour qu'on construise des routes à peu près partout, alors qu'ils étaient dans un premier temps, des routes carrossables en voiture. Michelin, il a pour sa communauté, il a créé, vous savez, le fameux guide. Parce que quand on partait sur la route, il fallait qu'on ait un peu les moyens. Ouais. Voilà, exactement. Donc, et quand on n'a pas envie de sandwich triangle, on a le fameux guide rouge qui permet d'aller dans des endroits se restaurer avec grand plaisir. Donc, ces 4 éléments, c'est ça qui fait le succès d'une marque. Et pour nous, j'ai trouvé intéressant de redire ici les 3 constituants de l'essence d'une marque. J'en ai parlé, donc l'essence de la marque, son identité emblématique, avec l'exemple
Enfin, pas d'exemple pour le moment. Donc, les trois constituants, c'est le vrai. Qu'est-ce que c'est le vrai? Ben, c'est le produit ou le service. Il est de qualité et il tient ses promesses. Et puis, ce qui va être intéressant dans le storytelling, c'est de s'adresser au cœur de cible. Alors là, il donne un exemple qui m'a touché. C'est pendant la controverse de Valladolid, il s'agissait de convaincre que les Indiens ont une âme. Mais c'est pas les colons qu'il fallait convaincre. De toute façon, eux, je pense que c'était très très difficile puisque ça allait à l'encontre de leurs intérêts immédiats. C'est le légat du pape parce que c'est lui qui prend la décision. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut pas se tromper de cœur de cible et il rappelle que parlez à quelques-uns et tous vous entendront. Alors, au propos de cœur de cible, eh bien, il dit que nous avons en gros une tribu de 24 individus autour de nous, 4 ou 5 très proches dans le travail, 4 ou 5 dans la famille, 4 ou 5 dans une ou deux passions, et que chacun d'eux diffuse le buzz à 24 autres personnes, et ainsi de suite. D'accord? Mais il faut avoir touché la personne qui est au centre des 24. Est-ce que je suis clair? Jusque-là, c'est clair. Donc, celui qui est au centre des 24, il va être touché et il va faire le buzz auprès des autres. Et c'est comme ça qu'on développe le marketing tribal sur Internet. Donc, ça, ce concept-là, je le trouve vraiment passionnant, le cœur de cible. Ensuite, après le vrai, donc le produit et le cœur de cible, il parle du vraisemblable. Alors, le vraisemblable, pour lui, c'est un attachement au lieu et au temps de chaque marque. D'accord? Alors, il l'explique assez longuement. Bon, je retiens la phrase suivante, c'est que le chocolat suisse, c'est pas le chocolat belge, Volvic, c'est pas Cuisac, et que donc chacun de ces marques, d'une certaine manière, ont leur propre histoire et leur propre référence. D'accord? Alors ça, c'est quand il y a une histoire de la marque. Quand il y en a pas, on en invente une. Par exemple, Vedette. Je sais pas si vous mérite notre confiance. Mérite notre confiance et était allé sortir un personnage extraordinaire, la mère Denis, qui a été vraiment la vendière, pour rattacher. Tu viens quand même de creuser un gros fossé générationnel chez les gens qui nous écoutent. donc Vedette, avec la mère Denis, qu'on voyait déambuler et puis qui disait à la fin, c'est vrai ça. Et puis voilà, ou Monsieur Plus pour Balzen, ou Monsieur Propre. J'ai beaucoup d'affection pour Monsieur Propre. Mais moi également, je partage ton affection pour Monsieur Propre. J'aime beaucoup son pas de physique. commentaire. J'aime beaucoup son physique. Je le trouve extrêmement charismatique. Et personnellement, j'ai été blessé. Je ne pardonnerai jamais, que ce soit bien clair, jamais à Nestlé d'avoir remplacé Gros Quick par ce lapin stupide de Cookie, et j'espère que ceux qui m'entendront me comprendront. Donc en fait, juste pour dire que il y a un attachement au lieu et au temps, et puis il parle aussi de la distribution. Alors je pense que c'est un peu moins vrai maintenant avec les achats en ligne ou bien vraiment les très très grands malls, les très très grands supermarchés qu'on trouve à peu près partout. Mais certaines marques ne se distribuaient pas partout. Par exemple, une célèbre marque de parfum, et on trouvait ces parfums que dans sa boutique pendant un moment. En tout cas, il parle de la distribution comme un signe distinctif de la marque. Et puis après, il y a, c'est la façon de trouver les produits, de trouver les produits pour le client. Enfin, que le client trouve son produit, c'est ça. Voilà, que le client trouve son produit, ça fait partie de la marque également. Et puis ensuite, il parle sur le crédible. Alors pour le crédible, je vais reprendre son exemple parce que c'est quand même ces exemples, c'est plus parlant. Par exemple, un célèbre distributeur d'essence, il offrait du carburant, d'accord. Et en fait, il s'est mis à offrir une très très large panoplie de services pour l'automobiliste. Et notamment, dans sa pub, c'était pour rassurer les dames si elles sont sur la route, qu'il leur arrive un accident ou un problème technique chez cette personne, chez Total pour le nommer, on arrivait et pas de problème pour être rescapé. Aussi, ça peut être dans le rêve un peu.
une autre boisson piquante, noire et très sucrée, qui s'engage à ouvrir de nouvelles pages de l'histoire dans la vie de ses adeptes, d'accord? Comme si on allait penser différemment en buvant cette boisson. Vous voyez à quoi je fais allusion? Quant à une grande marque de capsules pour café, elle propose quand même 148 goûts différents à travers le monde, donc pour s'adapter. Voilà. Et donc ça, ces éléments, hein, donc le vrai, le vraisemblable et le crédible, eh bien, ces éléments représentent la base d'un contrat de marque et constituent le sens profond de la marque, de sa relation avec le client. C'est dans le caractère généreux, désintéressé, audacieux ou novateur de ce contrat que se jouera l'accession au statut de très grande marque. Généreux et désintéressé me laisse dubitatif. Néanmoins, évidemment, c'est ce qu'ils veulent faire paraître d'eux. Ouais. Alors, si j'en reviens au storytelling, disons que les marques, l'idée des marques, c'est qu'elles repoussent les frontières. C'est quelque chose d'assez états-unien, finalement, entre la conquête de l'Ouest par John Wayne, qui, entre parenthèses, la conquête de l'Ouest vue par le cinéma hollywoodien n'a rien à voir avec la véritable conquête de l'Ouest des historiens. Il suffit de lire l'histoire, c'est pas l'histoire sociale des États-Unis. Enfin, je retrouverai non, c'est pas l'histoire sociale. Bref, c'est un bouquin sur l'histoire des États-Unis. Et puis c'est aussi, je parle encore de dépassement des frontières. La frontière de l'espace, donc Kennedy a beaucoup parlé. Donc, les marques dans leur storytelling, elles vendent de l'aventure ou du combat, quelquefois contre le temps ou le vieillissement grâce à une nouvelle crème anti-rides qui marche toujours mieux que celle d'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est dommage d'avoir utilisé celle d'avant parce que la dernière est tellement vachement mieux. Je me demande comment est-ce qu'on n'en est pas encore en train de revenir en arrière, tellement on a de crème à notre disposition et autres. Mais n'empêche que ça répond à une angoisse, bien sûr. Mais ça répond à une angoisse, l'angoisse du vieillissement, l'angoisse de la mort. Et l'angoisse de la mort. Donc voilà, ça c'est très très clair et ça marche. Voilà. Donc voilà, les marques repoussent les frontières, elles vendent de l'aventure et du combat, et puis elles contre la matière même, grâce à la technologie qui actuellement dématérialise la communication. Donc les marques, grâce à leur storytelling, elles se présentent comme les héros du temps, les héros de la sagesse et du mythe. Alors là, l'auteur, il se lance pendant presque un tiers du bouquin, voire la moitié, dans une analyse, plutôt qu'une analyse, c'est vraiment la peinture de beaucoup d'exemples de storytelling de marque en les reliant à des mythes grecs essentiellement. Il connaît vraiment son sujet et c'est plutôt amusant, très fluide et intéressant. Ça ressemble beaucoup à des émissions sur les sagas des marques. Que si on parle d'identité sonore, Padoumba, le simple fait que j'ai fait ça, nous rappelle une émission qui en parlait beaucoup. Donc quelquefois simplement avec quelques notes, même chantées pas très bien, nous rappelle tout de suite quelque chose. Voilà, donc c'est un peu comme Prométhée qui apportait le feu aux hommes. Les marques, elles apportent du confort. Le héros, en plus d'être invincible, il dépasse la condition humaine et gagne l'immortalité de renom. C'est ce que les marques cherchent à faire. Elles cherchent à s'inscrire et à ce qu'on ne les oublie plus du tout, pour gagner elles-mêmes leur immortalité. Et mais alors, oui. Ah pardon, oui. Non, je te laisse finir. Non, je te laisse. J'arrête de t'embêter comme ça. Il faut que j'arrête. Arrêtez-moi de vous arrêter. Alors, Romain, arrête d'embêter Jean-Philippe. Non, tu m'embêtes pas du tout parce que la fin elle se suffit à elle-même. Donc, n'hésite pas, tu peux m'interrompre maintenant. J'en suis ravi. Ah, d'accord. Bon, je disais alors toi, maintenant, Jean-Philippe, qui a tel Prométhée, il nous a apporté le confort dans la compréhension de la mythologie des marques. Ouais. Moi, je suis, j'arrive, j'ai ma société où j'ai envie de créer ma société où j'ai envie de même. Qu'est-ce que je peux utiliser là comme ça? Comment je pourrais utiliser tout ça pour essayer de me faire ma marque?
Eh bien, écoute, je caresse ton crâne chauve et je l'embrasse parce que c'est exactement là où je voulais en venir. Alors non, en fait, disons que moi, en tout cas, l'intérêt que j'ai trouvé dans le livre, c'est comprendre comment est-ce que cette forme de storytelling fonctionnait. Si je retiens quelques éléments pour, disons, la communication ou le storytelling de boîtes beaucoup plus modestes et qui ont beaucoup moins de notoriété, c'est vraiment cette histoire de cœur de cible, c'est-à-dire à qui s'adresse mon storytelling. Est-ce qu'elle s'adresse ça, c'est vraiment de remettre cette question et d'apporter une réponse très pointue. Qui va être intéressé? Qui va se faire porteur de ma proposition ou de mon histoire. Voilà. Deuxièmement, et c'est un petit peu ce qu'avait proposé, ce que tu avais proposé toi, Romain, comme système de storytelling. Storybrand là. Storybrand. C'est que également, ce qu'on apporte répond à une angoisse, peut-être. Et d'ailleurs, ça reprend à peu près la même terminologie, Storybrand, puisqu'il y a un héros, voilà, etc. Donc, je dirais que ça a fait surtout, ça a apporté de l'eau à mon moulin en trouvant que Storybrand était vraiment une excellente façon de raconter les histoires. Parce que d'ailleurs, celle qu'il propose lui, c'est celle qu'il a, à mon avis, chopée dans les travaux des structuralistes, vous savez, un Foucault des années 70 là. Alors lui, il dit, il a un récit qui est un petit peu différent de une structure de récit qui est un petit peu différente de celle du voyage du héros. Pour lui, il y a le destinateur. Le destinateur, c'est le porte-parole de la société. Il émet le problème, il le nomme. C'est d'une certaine manière le narrateur. Par exemple, dans l'Iliade, c'est Agamemnon qui exprime le souhait général d'en finir avec la guerre de Troie. Pour une marque qui distribue des petites fioles de liquide vitaminé à base de lait, ce sont les bactéries qui attaquent les plus faibles, comme un cheval de Troie. C'est très très mal. Et puis pour une marque de cosmétiques, ce sont les agressions de la peau, passées ou présentes, les UV, la pollution, la fumée, le stress. D'accord, c'est le méchant, quoi, le gros méchant. Non, le destinateur. Non, pas forcément, Marc. Ouais. Non. Okay. Non, le destinateur, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête? Il représente la société, le destinateur, et il dit, faut que les bactéries arrêtent d'attaquer les gens, ou que ça suffit d'avoir des marques sur la peau parce que j'ai trop bronzé cet été, ou je suis tout blanc parce que je stresse et que je dors mal. Voilà. Ensuite, après le destinateur, il y a le sujet. Alors le sujet, pour l'Iliade, c'est Achille. Voilà, c'est le héros, c'est lui. Pour la marque lactée, c'est le produit dans la fiole. Et pour la marque de comestible, comestible, pas comestible, de cosmétique, de cosmétique. Ça, je vais le garder, ça. Ouais. C'est le sérum, vilain. Voilà, donc on parle de lui. L'adjuvant, c'est celui qui est l'ami du héros. Donc Patrocle, c'est l'ami d'Achille. Et l'adjuvant, pour la fiole lactée, ça va être le bifidus probiotique aux extraits de pépins pamplemousse actifs, voilà. Donc ça, c'est ce qui va aider. D'accord, c'est que la recherche a fait un truc formidable, ou une technologie anti-âge exclusive Chrono Fulgur Schtroumpf pour la crème cosmétique. C'est pas encore mis en vente, mais j'y travaille. Ça a l'air pas mal comme ça là. Ça a l'air pas mal. L'objet, après l'adjuvant, donc c'est l'objet, c'est ce qu'il faut faire pour obtenir la victoire de la Grèce, par exemple. D'accord? De la Grèce, le pays, pardon. Le pays, oui, non, tout à fait. J'ai perdu un moment. J'étais dans les cosmétiques et ça marche pas. Okay, non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la victoire de la Grèce? Il faut lutter contre les bactéries pour rester en bonne santé pour la fiole lactée, ou effacer les effets de l'âge pour le cosmétique. Et puis, il y a quand même un opposant, un méchant. Donc, Hector, c'est le Troyen à abattre. L'opposant, c'est la faiblesse et le risque de maladie, la faiblesse du corps et le risque de maladie pour la fiole lactée, et les rides, de manière globale, pour les cosmétiques. Et puis, il y a le destinataire.
c'est le bénéficiaire de toute cette action qui reconnaît que le héros ou la marque a bien rempli son contrat. Donc, pour la guerre de Troie, c'est Agamemnon et les Grecs. Pour la fiole et puis la marque de cosmétiques, ce seront les consommateurs, les téléspectateurs, les clients, en tout cas les cœurs de cible qui seront en résonance avec la marque. Et puis une dernière partie de la structure, c'est l'émetteur. Donc l'émetteur, là c'est le narrateur justement, c'est Homère et derrière lui les dieux et les Grecs. Et donc son récit doit être édifiant face aux enjeux de l'histoire. Donc les scientifiques de la marque du produit lacté et les cosmétiques sont les nouveaux héros, les nouveaux compteurs de notre bonheur qui se traduit par des biens de consommation et des produits consommés. Quelquefois, il y a une caution scientifique qui est appelée à la rescousse pour apporter du sérieux à la crédibilité de l'adjuvant. Voilà sa structure. Un petit peu différente, je trouve, du voyage du héros, même si en cherchant bien, on pourrait trouver des correspondances. Donc, oui, pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'y ai pas trouvé des éléments qui allaient être directement, pas comme les story brands, qui allaient permettre directement de faire une communication, d'accord, de faire du marketing. Parce que là, les éléments que tu viens de donner enfin, moi je trouve ça intéressant parce que finalement ça va avec. Je pourrais imaginer faire mon discours, mon parcours et puis prendre mes personnages dans ce que tu racontes. Par exemple, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce bouquin, c'est parce que c'est vraiment un connaisseur, ce Georges Lévy, c'est tous les exemples de marques et de la façon dont quelquefois certaines ont été à l'article de la mort et puis tel le phénix sont renaquis de leur cendre, sont renés de leur cendre. Et tous ces exemples, toutes ces histoires, et en fait c'est là où je trouve est vraiment l'inspiration. C'est-à-dire que c'est comme si on avait avec nous, et d'ailleurs c'est le cas, l'analyse ou la peinture, enfin le récit de tous les storytelling qu'on peut trouver dans le monde des marques. Et là, c'est vraiment très très fouillé. Et puis son analyse, elle est intéressante. On voit que c'est vraiment très simplifié. Il en a écrit un autre bouquin à l'usage là cette fois du moins c'est un bouquin vraiment de chercheurs quoi. Branding Management. Chez le même éditeur qui a été édité en 2007 parce que ce gars-là, il est quand même prof à HEC, directeur d'études. Enfin voilà, c'est pas le premier venu sur la question. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais eu l'impression que c'était tiré par les cheveux. J'entends par là que vraiment son analyse, elle se pose là et c'est très solide. Donc pour moi, c'est pour tous ceux qui veulent faire du storytelling, c'est pas mal d'avoir cette ressource-là, plus comme guide ou comme source d'inspiration. Voilà. Ça marche. Geoffrey, ça t'inspire, justement. Est-ce que ça t'inspire ? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans la partie storytelling. Mais j'avoue que j'aime bien l'approche Storybrand qui est très pragmatique. C'est-à-dire le bouquin que tu nous partages aujourd'hui, Jean-Philippe, m'intéresse beaucoup sur la partie à lire peut-être comme un roman, et peut-être tu peux me dire si je me trompe ou pas, mais ce que j'ai compris, c'est vraiment embarquer dans l'aventure des marques et le lire comme une histoire, comme un roman pour découvrir tous ces parallèles. Mais pour répondre à Romain, moi j'aime beaucoup Storybrand parce que c'est très pragmatique. Donc je prends le framework de Storybrand, je l'applique à ma marque, je l'applique à mon site et du coup je décline quelque chose d'extrêmement spécifique. Voilà. Oui, donc, je pense peut-être deux approches différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une approche Storybrand est une vraie approche. J'entends par là pour écrire, voilà. Pour moi, l'autre est surtout un livre, comment dirais-je, où on trouve plein de ressources, plein d'idées, très probablement. Je garde quand même moi cette histoire de cœur de cible. Voilà. Le cœur de cible et puis trois autres trucs. Cœur de cible, ça me plaît bien parce que ça va dans le sens d'être essentialiste, de vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel pour sa marque, pour ses clients, pour
C'est pas ça, cœur de cible, pardon. Hein. Le cœur de cible, c'est à qui ça s'adresse. Oui. À qui ça s'adresse. Ne pas parler à tout le monde, parler vraiment à une cible choisie. Ah oui, bah d'accord, c'est exactement ce que tu dis. Alors oui, d'accord. Donc, non, mais c'est bien. Mais j'aime bien, ça peut être intéressant aussi de se dire en second temps, mais finalement, est-ce que je suis plutôt du côté de Hector ou du côté d'Achille? Non, non, je ne sais pas. Voilà. Ouais, belle ouverture. Ouais. En tout cas, voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. Et puis la prochaine fois, j'en aurai un autre à vous proposer de livre qui s'appelle L'art du storytelling. Et là, on est vraiment avec des cas pratiques. Okay. C'est vraiment un livre d'exercice en quelque sorte. Et voilà, c'est donc je le lis, j'en fais quelques-uns et je reviens. Et à la prochaine fois, il y aura peut-être quelques épisodes entre les deux, mais à la prochaine fois sur le sujet. En tout cas, j'annonce mon retour. Pour ce beau résumé. J'annonce mon retour comme Ulysse, mais peut-être pas dans 20 ans. Oui, c'est ça. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.